et bonjour Marine Tondelier. Bienvenue, bonjour. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes, vous êtes face aux experts du 6-9. Ce matin, François Hollande estime qu'Emmanuel Macron a commis une erreur institutionnelle en refusant de nommer Lucie Castet à Matignon. Nous l'avons expliqué un peu plus tôt, mais c'est un ancien garant des institutions qui porte cette accusation en tant que président de la République. Est-ce que vous la qualifiez de la même manière ? Oui, et puis c'est le François Hollande qu'on aime, solide et solidaire du nouveau Front populaire. Et donc je tenais à saluer sa prise de position parce que on nous sert beaucoup le feuilleton ce dernier jour du PS qui est fracturé, qui vraiment va exploser, il va y en avoir sur les murs, etc. Et comme si c'est Lucie Castet qui allait faire éclater d'ailleurs le Parti socialiste. Et je trouve que de ce point de vue-là, la déclaration de François Hollande remet l'église au milieu du village. Le nouveau Front populaire est en cohésion, le Parti socialiste au sein du nouveau Front populaire également, et Lucie Castet a le soutien des 4 composantes du nouveau Front populaire, aujourd'hui plus que jamais. Vous êtes vraiment sûr que personne au Parti socialiste ne finira par faire alliance avec Emmanuel Macron ? Je les regarde. Oui, et vous dites quoi ? Je pense qu'il se trahirait et durablement. Mais on sent qu'il y a un doute quand même. Je pense que celles et ceux qui l'ont fait dans le passé d'ailleurs ont compris que même 10 ans après on s'en rappelle. Mais Madame Tondelier, vous dites je les regarde, vous ne dites pas je n'ai pas de doute. Ça veut dire que vous avez manifestement un doute. Non mais parce que vous... moi je suis... Déjà c'est pas mon parti politique. Non mais c'est une composante... Déjà c'est pas mal. C'est une composante de l'Alliance. Et puis vous savez au Parti socialiste, et en politique de manière générale, les gens sont libres. Des gens qui ont eu des trajectoires étonnantes, il y en a eu dans l'histoire de la politique française, dans tous les bords politiques. Et donc je vais pas vous dire, je vous garantis qu'aucun membre de tout le Parti socialiste ne fera rien d'absurde. Je dis juste, je les regarde parce que je pense qu'on est dans un moment où l'histoire les jugera. Tout comme l'histoire jugera tous celles et ceux qui font n'importe quoi en ce moment, le président de la République en premier lieu d'ailleurs. Donc il aurait dû nommer Lucie Castet, la laisser former son gouvernement, faire un discours de politique générale, et ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'en fait ce gouvernement serait tombé immédiatement. Il aurait été censuré. Mais ça c'est lui qui le dit. Vous pensez que ça n'aurait pas été le cas ? Et moi j'en ai marre des faux prétextes, des alibis, de l'hypocrisie. Emmanuel Macron, il est président de la République. Donc déjà, lui, il est là pour être arbitre, il n'est pas là pour être sélectionneur. Deuxièmement, certes, l'article 5 de la Constitution lui demande d'assurer la continuité de l'État, voilà, son fonctionnement normal. Mais la continuité de l'État, c'est aussi appliquer l'article 8 de la Constitution, c'est-à-dire nommer un Premier ministre. Pas attendre, je ne sais pas s'il va nous faire maintenant une trêve paralympique, mais voilà, ça fait 51 jours que la plaisanterie dure. S'il ne voulait pas changer de gouvernement, il ne faisait pas de dissolution, on ne l'a pas forcé à la faire. Et puis troisièmement, il dit, oui, mais on n'arrête pas de nous dire si c'est Lucie Castet, ça ne marchera jamais. Mais on ne nous donne aucune autre solution qui marche. Et donc, la logique institutionnelle, c'est qu'il nomme Lucie Castet et on s'y colle. Ça marche pas, c'est notre problème. Mais nous sommes arrivés en tête des législatives, on n'a pas de majorité absolue. Non, celui des Français. Mais en 2022... il n'avait pas de majorité absolue non plus. Et il n'a pas dit, comme il n'y a pas de majorité absolue, je ne sais pas si je vais nommer un macroniste. Quand c'était son camp en tête, ça avait l'air beaucoup plus simple pour lui. Et la réalité, c'est que s'il nommait Lucie Castet, il dirait à son camp, aux députés, je nomme Lucie Castet, c'est ma décision, c'est pas une solution parfaite, je n'en vois pas de plus stable, de plus cohérente, de meilleure. Eh bien, ces députés macronistes auraient pris leurs responsabilités s'ils avaient voulu censurer la décision du président. Mais le président aurait pu aussi demander à sa majorité, en vertu de la stabilité qui semble vraiment lui tenir à cœur, voyez-vous, il aurait pu demander à sa propre majorité de nous laisser travailler, de nous laisser notre chance. Il ne le fait pas. Sur ce plateau, plusieurs membres de l'Alliance à laquelle vous participez à gauche nous ont dit, si nous gouvernons demain, nous n'utiliserons pas de 49.3, qui est un moyen de contourner une majorité relative. Qui est un moyen de brutaliser la politique et de faire passer ses idées en force. Très bien, entendu, c'est votre point de vue. En tout cas, ça fait partie des institutions. Imaginons que Lucie Castet forme un gouvernement, arrive à l'Assemblée nationale, refuse d'utiliser le 49.3. Comment pourrait-elle gouverner ? Comment est-ce que ce gouvernement pourrait gouverner ? Attendez, moi, j'ai pas compris à quel moment dans ce pays on s'est mis à considérer, quels que soient les résultats législatifs, que 149.3 ne pouvait plus gouverner. 149.3, on fait un truc qui est assez fondamental en politique. On convainc. Moi, je pense que sur un tas de sujets... Personne ne convainc personne depuis 50 jours. Dans une période exceptionnelle, extraordinaire, unique, inédite. Vous pensez qu'on va commencer par les mesures les plus clivantes qui n'obtiendront jamais aucune majorité pour voir si vraiment ça met l'Assemblée à feu et à fin? Comment ça par quoi? Il y a des sujets... Attendez, l'abrogation de la réforme des retraites, ça passe pas à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qu'on doit aux Français. Ils nous nomment, on le fait le lendemain.
Ça fait 51 jours qu'on a perdu. Il y a des gens, du coup, qui continuent des trimestres parce qu'ils ne nous nomment pas. Ça, on sait le faire facilement. Sur les autres choses, on va aller devant l'Assemblée tranquillement. Taxer les super profits, 80% des Français sont pour. Le MoDem avait même déposé une proposition de loi en ce sens. Eh bien, allons-y. Qui à l'Assemblée est pour et contre? Est-ce qu'on a une majorité? Sur les déserts médicaux, les services publics, l'école, Gabriel Attal et Stéphane Séjourné citent même ces sujets dans son courrier, qui imite le nôtre. Bon, tant mieux, on l'a convaincu là-dessus. Les députés, dans leur circonscription, ils voient tous que ça ne va pas sur les services publics, sur la santé. Condolier. Et donc, comprenez notre prudence. Comprenez notre prudence. Mais la mienne aussi. Non, mais comprenez notre prudence. Bon, on a lu ici, les uns et les autres, le programme du Nouveau Front Populaire. On a entendu ces responsables. Vous en avez fait un. Transparent, il était au moins, bon, on peut dire que les autres ont gouverné. Bon, très bien. Vous avez fait votre programme. Il y avait un programme ensemble, non ? Vous faites votre programme. Moi, j'ai entendu des voix dire, et des voix dominantes au Nouveau Front Populaire, c'est tout le programme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité dans ce pays pour 180 milliards ? Attendez. Je ne sais pas pour qui vous nous prenez vraiment. Attendez. Vous permettez que j'aille au bout de ma question ? Pascal. Parce que moi, il faut me prendre pour un journaliste, pour ce que je suis. Y a-t-il une majorité dans ce pays pour voter 180 milliards d'euros d'impôts supplémentaires? Est-ce que vous avez un mandat pour ça? Mais vous me parlez comme si j'étais soit une enfant au mieux, soit une abrutie au pire. Nous avons écrit un programme comme une responsable politique. Si je peux vous répondre, j'irai jusqu'au bout. Nous avons écrit un programme qui avait vocation, oui, à s'appliquer au premier jour où nous gouvernerions. C'est ça. Qui, évidemment, était fait pour avoir la majorité absolue. Nous ne l'avons pas. Nous ne sommes pas dans le déni comme Emmanuel Macron, mais nous sommes quand même dans la modestie. On n'a pas de majorité absolue, personne ne l'a. Et donc on va faire du mieux qu'on peut. Mais nos objectifs sont clairs et inchangés. Après, on ira jusqu'où la Donc c'est plus tout le programme, rien que le programme. Mais ce que je vais vous dire quand même, c'est que pendant la campagne législative, j'ai entendu Jordan Bardella dire « Moi, si j'ai pas la majorité absolue, j'irai pas. Parce que pour lui, on y va quand c'est confortable, royal au bar, tapis rouge. Nous, au Nouveau Front Populaire, nous ne sommes pas des lâches. Nous n'allons pas attendre que toutes les planètes soient parfaitement alignées le grand soir pour arriver et facilement gouverner. Ça va être facile pour personne. Si tout le monde fait comme Jordan Bardella, il n'y a pas de Premier ministre jusqu'à la prochaine dissolution qui ne peut pas intervenir avant septembre 2022. Mais vous parlez au futur. Et donc nous allons y aller. Personne ne dit que ce sera facile, ni confortable, ni évident. Mais vous savez quoi ? On a le mérite d'essayer. Parce que nous sommes des gens déterminés, courageux. Nous venons de familles politiques qui se sont forgées dans l'adversité. Et nous la sommes France prêts. n'est pas un laboratoire. On ne va pas essayer. Il faut réussir là. Vous voyez quelle est la situation ? Dites-nous comment il faut faire. Mais ce que je comprends Quelle solution meilleure, voyez-vous ? Personne n'est capable de m'en donner une. Trouver une majorité. On attend encore 51 jours, ça sera 102 ? Trouver une majorité à laquelle vous pourriez participer. Mais c'est ce que nous voulons faire. Mais pour trouver une majorité, monsieur, figurez-vous qu'il faut être nommé. C'est comme ça que ça fonctionne dans la logique institutionnelle. On nomme, puis on travaille à une majorité. Mais comme ça. Justement, là, vous parlez au futur. Là, le président de la République a dit très clairement non, c'est ce qu'il a dit dans son communiqué. Mais il nous a pas dit Et alors là, vous voulez aller manifester. C'est quoi le but du jeu du 7 septembre ? Alors attendez, pardon, Soisy, je vous interromps parce que LFI appelle à la manifestation en soutien d'organisations étudiantes. Est-ce qu'officiellement les écologistes disent oui, nous aussi, nous irons à cette mobilisation et nous appelons à la mobilisation ? C'est pas la manifestation de la France insoumise, c'est des organisations étudiantes qui ont parfaitement raison de le faire et qui sont légitimes. Je vous rappelle quand même que le coût de la vie étudiante cette année est 27% plus cher que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, que simplement s'équiper pour rentrer au lycée, c'est 427 € par élève quand on compte la blouse de physique, chimie, etc. Donc évidemment, il y a le droit de manifester parce que si nous avait nommé comme prévu, le coût de rentrée serait moins cher. Mais alors, est-ce que les écologistes, Madame Tondelier, que vous représentez, disent oui, nous aussi, officiellement, nous soutenons cette mobilisation ? Les écologistes, depuis le 10 juin matin, même la nuit du 9 au 10, sont au rendez-vous du Nouveau Front Populaire. Tout ce que nous avions à faire sur les plateaux, dans les négociations, sur le programme, dans l'accord électoral, dans la rue, partout, dans les urnes, partout où nous devions être, nous l'avons été. Et donc nous serons le 7 septembre dans la rue avec celles et ceux qui le souhaitent. Et c'est important que cette manifestation ait lieu. Mais c'est un appel officiel que vous lancez ou pas ? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Je ne vous dis pas que je suis capable de vous garantir là aujourd'hui que ce sera la manifestation du siècle. Sauf que ça met un coup près à Emmanuel Macron. Parce que cette date, elle est posée et qu'elle existe. Et que ça l'oblige quelque part. Nous, en fait, on va faire le contre-pouvoir comme on le peut, mais ça ne va pas suffire. Madame Tondelier, alors on sera tous ensemble à boire. Vous avez été dans la rue pendant des mois. Et on sera le week-end d'après, le 14 septembre, à la fête de l'UMA avec Fabien Roussel. Vous avez été pendant des mois avec d'autres dans la rue pour dire non à la réforme des retraites. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y avait des millions de personnes qui ont manifesté et même historiquement un front syndical uni. C'est ce que vous voulez dire, c'est qu'ils s'en fichent. Mais il ne vous a pas écouté. On le sait, mais alors du coup, on fait quoi ? On reste chez nous ? Le peuple de gauche et le peuple écologiste en France est un peuple qui ne se résigne pas.
On ne va pas s'arrêter de manifester parce que Emmanuel Macron ne nous entend pas, ne nous écoute pas et continue de passer en force. On ne va pas s'arrêter de manifester parce que Gérald Darmanin a rendu le simple fait de manifester dans ce pays dangereux et risqué. Il y a de plus en plus de gens qui ont peur aujourd'hui d'aller manifester. Et moi, quelle que soit la manifestation, Comment ça, même sur des risqué ? sujets, Sur quelle base ? mais même sur des sujets où je ne suis pas d'accord. Ouais. Je souhaite qu'on puisse manifester. C'est un droit fondamental. Qu'est-ce qui est dangereux ? Je souhaite qu'on puisse continuer à aller manifester en famille sans avoir peur. Aujourd'hui, quand on va manifester dans ce pays, on a peur. Et ce sont les casseurs qui font peur, c'est pas la police. Oui, mais le rôle de Gérald Darmanin, c'est que les manifestations se passent bien pour les forces de l'ordre comme pour les manifestants. C'est ce qu'il essaye de faire. Et pour être beaucoup en manifestation et pour être la même qu'avant, je peux vous dire que je ne me sens plus en sécurité dans les manifestations. Mais vous savez comme moi que c'est pas la police qui menace la sécurité des manifestants. Je pense qu'il y a une doctrine du maintien de l'ordre qui n'a pas toujours été celle-ci, qui est unique en Europe et que tout le monde dénonce dans toutes les associations de droits de l'homme et dans beaucoup d'observateurs européens. Il y a plein de pays où ça se passe autrement et beaucoup mieux, où on s'évite ces images terribles de fin de manifestation et surtout où on n'est pas fiché, où on ne confond pas la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le militantisme, qu'il soit syndicaliste ou écologiste. C'est une dérive illibérale. Tout comme il est une dérive illibérale de garder le pouvoir, de faire obstruction à la nomination d'un nouveau gouvernement en nous expliquant tout l'été que vraiment ce serait irresponsable de changer de gouvernement maintenant. Soit il a le droit de le penser, mais alors pourquoi il fait une dissolution ? François. S'il ne voulait pas changer de gouvernement, il ne fallait pas dissoudre. Il y a quelque chose qui m'intrigue, et bien que, mon avis, encore une fois, vous avez raison. Non, mais tout n'est pas comparable, et je sais que chaque pays a ses propres traditions, mais là où vos amis verts ont le plus de poids aujourd'hui en Europe, c'est en Allemagne. Oui. Et ils gouvernent. Et pour arriver à gouverner, ils ont dialogué pendant plusieurs mois avec un parti qui était l'un de leurs adversaires, qui était le Parti social-démocrate. Vous savez comment ça s'est passé ? Il y avait un Premier ministre nommé qui était en charge de composer le gouvernement. Ou qui était le Parti libéral, avec lesquels précisément les Verts avaient énormément de différences. Vous avez raison, ma question est la suivante. À partir du moment où on arrive à des compromis dans un programme de coalition avec des adversaires politiques. Ça se passe en Allemagne, mais ça se passe aussi au Parlement européen, où votre parti, les Verts, ont voté un certain nombre de projets qui ont été présentés par une majorité constituée de la droite, du centre et des sociaux-démocrates. Quand on nous le permet. Alors, non. Est-ce qu'il n'est pas possible également que votre parti discute maintenant avec des centristes, avec des gens de droite, pour dire et pourquoi nous ne formerions pas une coalition la plus large possible, et non pas uniquement celle de la gauche. Il semble qu'on ait raté quelques épisodes. Le premier épisode, c'est que l'Allemagne n'est pas la France, que les prérogatives du président en Allemagne ne sont pas celles de la France, et vous soulignez vous-même que ça marche mieux avec un président moins fort et un rôle du Parlement accru. Deuxièmement, en Allemagne, il commence par une chose fondamentale. Il nomme quelqu'un qui est en charge de réaliser cette coalition. Et cette personne anime ensuite les débats et prend le temps qu'il faut. Bon, là, je vous précise quand même qu'on n'a pas énormément de temps quand même pour agir. Il y a une urgence sociale, une urgence environnementale, et ça fait 42 jours qu'on a un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes. Alors, dans leurs affaires courantes, ils ont 10 milliards d'économies sur les services publics, tout ça, c'est courant pour eux, c'est un débat, mais on s'est déjà mis dans une situation intenable. Et puis, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que c'est pas comme si on n'avait rien fait. Lucie Castet, elle n'a pas attendu tout l'été qu'on l'appelle. Elle a pris sa plume avec tous les présidents de groupes parlementaires du nouveau Front populaire. Et à 8, ils ont écrit aux parlementaires, aux députés, aux sénateurs, pour leur faire une proposition de méthode en transparence. Si vous voulez, nous, on est pour une autre méthode. Madame Tondelier. On va pas à l'avance. Justement... Moi, je ne vais pas aller avec Gabriel Attal, Stéphane Séjourné et je ne sais qui dans un souterrain dire là-dessus on abandonne, bon sang on vous le prend et si vous nous prenez ça, on vous donne ça. Ce serait opaque. Mais alors, est-ce que vous accepteriez, excusez-moi, Madame Tondelier, est-ce que vous accepteriez de faire ça au grand jour? Et là, au moment... Plutôt au grand jour que dans des sous-sols sans fenêtre. Mais alors plutôt, est-ce que vous accepteriez de vous asseoir avec Monsieur Séjourné, par exemple, Monsieur Attal? On a proposé dans un courrier, ouais. Mais nous avons mis une condition. Oui. C'est qu'on ait quelqu'un qui anime ce débat. Écoutez, on va être sérieux. Et si Emmanuel Macron a posé une question extrêmement claire aux Français. Personne ne lui avait demandé de le faire. Il avait même prévenu Pascal Praud avant Gabriel Attal. Voulez-vous une cohabitation, oui ou non? Les Français ont répondu oui. On est 51 jours après les résultats. La présidente de l'Assemblée nationale macroniste est encore en place. Mais le Premier ministre macroniste est encore en place et il est en même temps président de groupe à l'Assemblée nationale. Tiens. Puisque cela fait plusieurs fois, Madame Tondelier. Qui sont ministres démissionnaires, qui sont en charge de contrôler leur propre action. Enfin, ça va Madame Tondelier, ça fait plusieurs fois que vous citez ces 51 jours et ces 42 jours et vous avez raison puisque c'est un fait. Bon, il faut
avancer, il faut que les choses évoluent. Est-ce que vous dites encore ce matin, pour nous c'est Lucie Castet, ça n'est personne d'autre, il faut que ce soit ainsi, ou est-ce que vous êtes prêt à évoluer vers une autre personnalité, vers des négociations au grand jour et non pas dans un sous-sol comme vous le dites? Bernard Cazeneuve par exemple, est-ce que vous êtes prêt à parler avec lui? Ce que vous faites semblant de ne pas comprendre, c'est que 73% des Français veulent une rupture politique avec le macronisme. Je ne fais pas semblant de comprendre. Non mais je pense pas être restée indifférente et les bras croisés pendant toutes ces semaines au risque du Rassemblement national. Mais je sais une chose, c'est que tout ce qu'on a fait pendant cette campagne ne sert à rien si on ne donne pas aux Françaises et aux Français, qui très très majoritairement le souhaitent, un changement de cap politique. On ne peut pas faire une dissolution express et ne rien en faire. Ça me rappelle, vous savez, MacMahon, en 1877, il faut savoir d'où vient la République française. Lui, il avait fait une dissolution, puis il avait dit, de toute façon, si les résultats ne vont pas, j'en tiendrai pas compte. Et Gambetta lui avait dit, quand le peuple souverain se sera exprimé, il faudra se soumettre ou se démettre. Et on est... Combien d'années plus tard, on n'a pas appris tout ça en 2024, on est moins bon qu'en 1977. On prend quelle direction? Non, mais ce que ça veut dire, c'est que moi, il faudra pas... Un tiers Rassemblement national, un tiers autre chose. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est que quand je vois qu'Emmanuel Macron ferme la porte au nouveau Front populaire très facilement, mais qu'il continue à discuter avec les Républicains, avec un parti qui usurpe son nom puisqu'il a refusé de participer au Front républicain. Les députés macronistes, la plupart qui ont sauvé leur peau, c'était grâce à nos électeurs. Vous allez me dire vice-versa, vous avez raison. Oui, et moi, je ne suis pas en train de construire une alliance avec les Républicains. Le point commun d'une grande partie de la France dans le deuxième tour, puisqu'on cherche il faut un moment d'union, il faut quelque chose qui nous rassemble, ça a été ce Front républicain. Alors on a dû l'expliquer à la moitié du gouvernement qui n'avait pas bien compris, certes. Ceux qui sont encore là, les démissionnaires. C'est bien ce qu'on cherche. Et aujourd'hui, du coup, la solution, c'est d'aller chercher les Républicains sous l'œil bienveillant du Rassemblement national. C'est ça qui se prépare. Non, c'est... j'espère bien, parce que ce qui se prépare, pas la peine de venir me chercher avec ma veste verte entre les deux tours la fois prochaine pour faire le Front républicain, pour refaire élire ces gens qui nous trahissent. On vous repose la question, au centre-gauche, il y a quelqu'un, une personnalité dont on parle beaucoup à l'Élysée, Bernard Cazeneuve. Est-ce que pour vous, c'est une cohabitation, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, ou bien est-ce que c'est la suite du macronisme? Comment vous voyez les choses? Vous me dites, vous avez raison de le dire, que Lucie Castet bénéficierait utilement d'une majorité plus large. Je le tourne de manière positive. Vous avez raison. J'aurais adoré qu'on ait la majorité absolue, que la réforme des retraites soit déjà abrogée, le chariot de course gratuit pour la rentrée, le SMIC à 1 600 €, etc. C'est pas le cas. Et donc, on cherche à construire la majorité qui soit la plus large, la plus cohérente et la plus stable possible. Celle qui incarne le nouveau Front populaire. C'est pour ça qu'on a mis plusieurs jours à choisir Lucie Castet. On l'a fait sérieusement. Mais vous me répondez pas sur Bernard Cazeneuve. Je dois vous dire, en tant que chef de parti écologiste, et c'est la même chose pour les communistes, pour les socialistes et pour les insoumis, nous n'avons pas de meilleure solution que Lucie Castet. Et vous savez quoi, les autres non plus. Alors quand vous me dites Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, il incarne une partie d'un parti du nouveau Front populaire, le Parti socialiste. C'est déjà un bon début, non ? Donc, si vous me dites que notre majorité n'est pas assez large, mais comme j'entendais certains le dire, pas vous, évidemment, dire « Ah oui, mais c'est la faute de la France insoumise ». Ok, Jean-Luc Mélenchon dit « D'accord, moi je ne suis plus là ». Alors sûrement qu'on était les suivants sur la liste, les écolos, puis après les communistes, puis après la moitié des socialistes. Mais ça rétrécit la majorité, ça ne crée pas une plus large. C'est pas des solutions, c'est de la fiction. C'est ça la question, est-ce que vous le censurez? Est-ce que c'est un chiffon rouge? Bernard Cazeneuve, on sait qu'il a une histoire compliquée en plus avec des écologistes. Les 4 chefs de parti, les 4 groupes parlementaires ont fait savoir qu'ils censuraient toute autre solution que Lucie Castet. Parce qu'à un moment, il ne faut pas se ficher du monde. La motion de censure, c'est un outil à la main des députés aussi, parce que les députés doivent être un contre-pouvoir. Et Emmanuel Macron, on ne peut pas le laisser comme ça badiner avec la logique institutionnelle. On ne peut pas dire tiens, il va mettre Bernard Cazeneuve. Enfin, c'est pas pour ça qu'on a fait campagne, c'est pas pour ça qu'on a voté. On ne va pas faire un gouvernement où, vous savez, nous, on est cohérents. Enfin, moi, j'ai sûrement beaucoup de défauts, mais je fais des choses claires et simples que les Français comprennent. On a mis un bulletin dans l'urne, et le nouveau Front populaire, il y avait 4 logos dessus. Je ne suis pas comme les macronistes qui ont mis un logo, alors nous, c'est que Macron. Ah, on vous avait pas dit, on va faire alliance avec les Républicains pour faire un gouvernement. On a fait des choses claires. Et si on fait autre chose que ça, c'est mentir. C'est pas bien. Ça trahit, c'est une crise démocratique. Et je pense qu'on est allé assez loin dans la crise démocratique. Et qu'au moment où les Français n'ont jamais été aussi nombreux à venir voter, où jamais ils n'ont été aussi nombreux à suivre le feuilleton politique institutionnel, ils suivent de près, ils ont raison, ils nous regardent. Et ben, si on commence à faire des trucs comme ça, mais on arrête tout. Moi, je vais faire autre chose, parce que j'aurais honte. Anne Tondelier, est-ce que Lucie Castet est vraiment crédible pour être Premier ministre? Quand elle rentre à la mairie de Paris comme directrice financière, c'est son rôle, il y a 3,5 milliards d'euros de dette. On est à presque 9, probablement 10. Est-ce que vous pensez que dans son prochain rendez-vous, le rendez-vous qu'elle devrait avoir avec les Européens,
C'est un message. Attendez, vous confondez les élus et vous confondez les élus et les fonctionnaires. Monsieur, c'est pas Lucie Castet qui a dit aux élus ce que je vous propose. Alors est-elle crédible? Vous venez de le dire. Il faut faire de la politique. Oui, elle est crédible. Oui, elle est crédible parce que déjà, elle se base sur des sujets fondamentaux, les services publics. Et je pense que pour les millions de fonctionnaires de ce pays qui sont maltraités depuis 7 ans, ça a un sens. Deuxièmement, pour tous les usagers des services publics, ceux qui en ont pas assez, pas ouverts assez longtemps, pas assez près de chez eux, qui comprennent rien parce que maintenant tout se passe sur Internet, ça a du sens. Ça, c'est des combats de sa vie qu'elle incarne, c'est ses valeurs. Ensuite, on va toujours faire un procès en compétence aux femmes, ça on a l'habitude. Il se trouve qu'elle est énarque, elle est sûrement bien plus compétente que moi. Mais vous ne pouvez pas prendre son expérience professionnelle au service d'élus et lui imputer les décisions d'élus qui ont pris leurs décisions politiques, là aussi de manière démocratique et transparente, en conseil municipal. Vous ne considérez pas que la dette, c'est un danger? Et puis après, j'entends, elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue. Écoutez, elle gagne à être connue. Jean Castex, quand il a été nommé, personne ne le connaissait. D'ailleurs, quand il a été nommé non plus, on n'en a pas fait un cinéma. Marine Tondelier. Lâchons la grappe à Lucie Castet et apportons-lui plutôt notre soutien pour qu'elle soit nommée et pour qu'elle puisse s'y coller. Et je voudrais terminer avec ça. Vous avez, je parle du nouveau Front Populaire, fait des propositions et avancé. Vous faisiez allusion aux propos de Jean-Luc Mélenchon qui disait bon, si c'est nous le problème, nous nous retirons d'un gouvernement, qu'allez-vous faire? Allez-vous nous censurer? Vous maintenez ce matin donc la proposition de Lucie Castet. Vous annoncez officiellement votre soutien à cette mobilisation du 7 septembre pour faire flancher Emmanuel Macron, qui pour l'instant lui ne flanche pas. Relevé de décision de l'émission, mais ça me va, ça fait le point. Non, j'essaie de faire un petit résumé. Compte rendu. J'essaie de faire un résumé pour les gens qui nous regardent pour dire en gros. On se retrouve dans une situation de blocage que je ne vous impute pas. J'essaie de comprendre ce qu'est selon vous, pour terminer, la prochaine étape. Que peut-il se passer? La prochaine étape, c'est que Emmanuel Macron arrête de faire comme s'il n'avait pas perdu cette élection, se rende à l'évidence et ne confonde pas la continuité institutionnelle et la continuité de ses politiques publiques. Qu'il ne mélange pas tout. Parce que si on a quelqu'un à la tête de l'État qui mélange tout, qui ne sait pas rendre le pouvoir, qui ne sait pas reconnaître quand il a perdu, alors oui, nous sommes dans une dérive illibérale. Et vous mettez de côté la destitution soutenue par certains du président de la République? C'est pas moi qui vais la décider, je ne suis pas députée. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand la France Insoumise a fait cette proposition, il y a eu un sondage le jour même qui a montré que 44% des Français étaient pour. Donc vous aussi? Est-ce que vous êtes pour? Pas mal. Est-ce que vous êtes pour d'électeurs macronistes? Vous êtes pour ou pas, madame Parce que je pense qu'ils sont bien plus. Excusez-moi, juste un peu le temps. Vous êtes pour ou pas? C'est simple, oui ou non? En fait, c'est pas le sujet. Ce que je veux juste vous dire, c'est que plus il va s'entêter, plus dans les sondages, le soutien à la destitution va augmenter. Et ça aussi, il faut qu'il s'en défie. Donc vous ne me dites pas si vous êtes pour ou contre? Parce que c'est pas le sujet. Merci d'avoir été avec nous ce matin.